Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette rétrosport de la semaine sur NRTV. On va d'abord vous parler de basket avec les joueuses du Nyon basket féminin, pour ensuite vous parler de hockey avec le HC Nyon qui n'a malheureusement pas touché le puck de la saison. Et enfin, on prendra des nouvelles du skipper genevois Alan Roura en mer qui est sur la dernière ligne droite du Vendée Globe. Et en sport, on s'intéresse aujourd'hui au basket. Alexandre Caporal, bonjour. Bonjour Andrea. On n'en sait plus sur la Coupe de Suisse. Effectivement, on en sait plus puisque le BBC Nyon et l'équipe de Nyon basket féminin connaissent désormais leurs adversaires pour les quarts de finale de la Swiss Cup. L'équipe masculine affrontera Boncourt et l'équipe féminine devra rivaliser face aux Valaisannes d'Hélios. Pour discuter de ces enjeux qui attendent nos équipes régionales et particulièrement notre équipe féminine, on accueille sur le plateau Karine Moura, membre du comité Nyon basket féminin. Bonjour Karine. Bonjour. Alors Karine, ce tirage au sort, du coup, bonne ou mauvaise nouvelle pour l'équipe de Nyon basket féminin ? Bah écoutez, j'ai envie de dire bonne nouvelle. On est donc en quart de finale de la Coupe Suisse. La Coupe Suisse peut donc avoir lieu. C'est une bonne nouvelle. Les matchs de Coupe Suisse sont toujours quelque chose d'assez particulier. C'est assez exaltant parce que c'est des matchs à élimination directe. Donc j'ai envie de dire oui, très bien. On connaît bien les Valaisannes, on les a rencontrées donc déjà 2 fois. C'est un challenge justement parce que vous avez malheureusement perdu 2 fois. C'est ça, c'est ça. On a perdu donc 2 fois lors du premier et du deuxième tour. Donc là, une envie donc de revanche, une envie de gagner, une envie de se qualifier pour les demi-finales. Et qu'est-ce qu'il va vous falloir justement? Quels sont les enjeux pour cette équipe de basket féminine de Nyon pour rivaliser, pour gagner et du coup pour arriver en demi-finale face à Genève? Bah écoutez, la première chose, je crois, c'est de croire en nous, de croire en nos qualités basket. Je crois que depuis le début de la saison, on a vu que le Nyon basket féminin était capable de mettre en danger, en tout cas, les meilleures équipes. Croire en nous et puis travailler sérieusement à l'entraînement. Donc on peut avoir espoir, Karine Moura, d'être en demi-finale et pourquoi pas en finale? Complètement, complètement. En tout cas, c'est vraiment l'envie et le souhait de l'équipe, du coach et de tout le comité et de tous les membres, les supporters donc, du club. Et oui, d'être en demi-finale, d'autant plus que le futur adversaire de la demi-finale est connu. Parce que cette année, il y avait donc un petit changement au niveau de la formule. En raison du coronavirus, du coup? C'est ça, en raison du corona. Et c'est vrai que le vainqueur du quart de finale de Hélios Nyon basket féminin sera Genève. Donc une envie aussi d'aller prendre une revanche après sur Genève et puis une place en finale. Quels sont justement les changements, alors à part organisationnel, on l'imagine, hein, avec la crise sanitaire que l'on connaît, le changement pour peut-être le mental des équipes, parce que du coup vous jouez vos matchs sans public. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette Coupe Suisse, justement, déroulée sous ces conditions-là ? Alors, ça change, oui, beaucoup pour l'équipe, parce que c'est vrai, on dit souvent que les spectateurs sont un peu le 6e joueur du terrain, d'autant plus qu'à Nyon, on a la chance d'avoir un public qui nous suit. Voilà, on a des fidèles qui se rendent régulièrement au Rocher. Donc voilà, donc plus de concentration de la part de l'équipe, mobiliser davantage les filles. En restant concentrés sur leur jeu. C'est dur de ne plus avoir de public, j'imagine, pour elles. Hein. Oui, c'est dur. Oui, c'est très dur. Il y a par contre, les matchs sont retransmis sur YouTube. Vous me disiez tout à l'heure hors caméra. Du coup, expliquez-nous, est-ce que c'est une manière justement pour le public de la région de suivre encore Alors voilà, c'est une manière effectivement de pouvoir suivre. Donc chaque match est retransmis, hein, pas seulement que les matchs de la Coupe, mais aussi tous les matchs de championnat. Et donc ça, c'est une manière... Alors nous, on communique régulièrement, ça soit sur les réseaux sociaux ou bien sur des communications e-mail à nos membres pour leur dire qu'il y a des matchs. Ça permet de garder un lien. Par exemple, tous nos jeunes qui venaient normalement au Rocher voir les matchs peuvent les suivre à la télévision. Il y a une bonne nouvelle aussi pour parler du club, justement, Nyon basket féminin. Il y a aussi une fenêtre internationale qui est en train de s'ouvrir. Il y a notamment 3 joueuses de cette équipe qui sont actuellement en Russie pour essayer de se qualifier pour l'Eurocup en juin prochain. Exactement. Donc, on a 3 joueuses du Nyon basket féminin qui se sont envolées dimanche pour la Russie.
dans le cadre donc, de l'équipe nationale pour une éventuelle qualification pour le mois de juin. Donc ça, c'est une jolie vitrine aussi pour le Nyon Basket féminin. 3 joueuses internationales donc, qui sont rattachées au club et une très belle expérience pour nos joueuses suisses. Voilà. Lors de la fenêtre de novembre, on avait eu 2 joueuses qui étaient d'ailleurs venues parler sur ce plateau. Et cette fois-ci, on a une 3e joueuse, Laure Margot, qui a rejoint l'équipe nationale. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles parmi toute cette période trouble, justement, pour le basket féminin. Oui, des bonnes nouvelles et puis de bonnes perspectives pour le futur, effectivement, avec des jeunes joueuses qui vont engranger de l'expérience internationale et ça, c'est toujours une bonne chose. Alors, on croise les doigts déjà pour ça et puis aussi pour la Coupe Suisse. On espère que l'équipe de Nyon Basket féminin pourra se qualifier justement lors des quarts de finale pour aller en demi-finale affronter Genève. Voilà, et par contre, les dates ne sont pas encore connues, il me semble, pour les quarts de finale. C'est ça. Non, probablement qu'elle risque de tomber durant la semaine, mais pour l'instant, rien n'a été établi au niveau du calendrier. Non. Karine Moura, on attend donc de vos nouvelles. Alexandre Caporal, merci d'avoir été avec nous et donc à la maison. On peut retenir pour l'instant une date, c'est celle du 8 mai à la salle Saint-Léonard à Fribourg pour les quarts de finale. C'est à suivre. On parle hockey à présent dans NRTV, alors que la saison devrait battre son plein en ce moment et puis qu'on devrait couvrir d'ailleurs la plupart des matchs de la région. Eh bien, le maudit virus en a décidé autrement et a empêché les joueurs de chausser les patins. Comment tenir alors sans toucher le puck et comment rester optimiste pour la suite? Ce sont les questions qu'on va devoir poser à Daniel Blaha, président-entraîneur, mais aussi joueur au HC Nyon. Bonjour Daniel. Bonjour Alexandre. Daniel, comment ça va, le moral des troupes en cette période un peu trouble? Écoute, c'est clair que là, en ce moment, c'est difficile. Si on parle purement de hockey, on n'a pas touché le puck, qu'on peut dire. On a fait 2 matchs en début de saison, début octobre, et on a dû ranger l'équipement depuis. Donc c'est assez étonnant. C'est comme tout le monde, on a changé notre mode de vie. Donc pas de hockey pour les joueurs, donc c'est difficile. Comment vous avez vécu justement d'être coupé dans votre élan en fait? Parce que du coup, vous avez quand même chaussé les patins, vous avez fait 2 matchs. Et puis la saison commençait bien pour vous, et puis d'un coup, stoppé dans l'élan. C'est clair, on a passé tout l'été avec le comité à préparer la saison, à réserver les glaces. On a commencé la préparation estivale, on a fait notre tournoi de préparation, 2 matchs. Une bonne dynamique, un groupe qui fonctionnait bien et on a senti que quelque chose allait se passer. Le 3e match a été annulé pour premier cas de Covid dans l'équipe adverse. Et quelques jours après, l'annonce a été faite quand les championnats étaient arrêtés. Tu comprends d'ailleurs ces décisions, on va dire Je le respecte, puisque déjà nous, on était dans des cas où on a dû annuler des matchs parce qu'il y avait des cas et on voulait limiter la propagation. Et donc, oui, je veux dire, on ne va pas commencer à jouer au hockey alors qu'on voit tous les drames qui se passent tous les jours. Après, est-ce qu'on aurait pu continuer à s'entraîner avec des entraînements différents, en nombre limité? Peut-être. Mais bon, on respecte la décision. Mais c'est vrai qu'on a arrêté direct. Les décisions ont été faites en plusieurs phases. Donc on nous a donné dans un mois, on réévalue. Ça a été réévalué, puis à Noël, la décision est tombée, pas de championnat, et là c'est fini, on ne mettra pas les patins. Alors il y a le manque du sport, il y a le manque de la glace, mais il y a aussi, et surtout, c'est ce qui vous manque, c'est le lien social en fait, que vous aviez avec votre équipe, c'est de vous voir. Clairement, c'est vrai que c'est fantastique, je vois les images là qui passent, ça fait un pincement au cœur, c'est de partager, de transpirer. C'est bizarre de voir ça. Hein. Ouais, je ne vais pas verser une petite larme, mais presque, non, mais il y a le lien social, je veux dire, ça, ce qui nous manque, on est quand même des humains, on a besoin les uns des autres et ça nous manque beaucoup. Surtout dans les phases difficiles, là où on pourrait soutenir, s'encourager, les gars qui n'ont pas le moral, on se retrouve dans le vestiaire et là on l'a pas. Donc... Vous avez quand même réussi à faire quelques petites sorties en ski de fond apparemment avec l'équipe, mais... Oui, avec quelques jours de l'équipe. Après, encore une fois, les agendas, on essaie de se voir un petit peu. Donc on a eu quelques petites sorties avec la neige qui est tombée ces dernières semaines, c'était fantastique. On a pu aller juste au-dessus à Saint-Georges skier de nuit avec quelques gars de l'équipe. Donc oui, mais ça n'a rien à voir avec l'émulation d'un match et de partager ces moments sur la glace. Ouais. Financièrement, comment survit le HC Nyon? Comment ça se passe? Écoute, nous avons la chance d'avoir un club qui a plus de 40 ans, qui a les reins solides, donc on a fait attention. C'est clair que les équipes sont... le fonctionnement des équipes est plutôt déficitaire, donc si on ne joue pas, on dépense moins. On n'a pas de revenus non plus, donc on arrive à s'en sortir.
on s'en sort. Je veux dire, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps, mais aujourd'hui, on s'en sort. La priorité est donnée aux jeunes. Comme je te l'ai dit auparavant, on a réussi à démarrer des écoles de patinage et des écoles de hockey. Donc il y a ça qui continue quand même. On est très heureux quand même pour les gamins, qu'on puisse leur donner quand même ce plaisir. Et eux, ils peuvent patiner. Donc je les envie un petit peu. Oui, c'est ça. Vous restez tous un peu disons, les entraîneurs glace. qui sont aussi des joueurs de la première équipe, en partie, ils ont la chance d'aller un peu toucher la glace avec les jeunes, donc tant mieux pour eux. Mais écoute, c'est la priorité. C'est la priorité pour qu'on puisse permettre à jouer à tous ces gamins et aux patineuses aussi. Donc grâce au partenariat avec patinoire.ch qui gère la patinoire de Nyon, on a pu démarrer l'activité. Il y a aussi, pour parler budget encore, vous réalisez la plupart de votre budget, justement, de votre chiffre d'affaires pour vous permettre de réaliser vos activités lors du Paléo, puisque vous tenez un bar. Alors, oui. Paléo n'a pas eu lieu en 2020. Là, on se pose encore des questions sur la tenue du festival en 2021. À quel point ça change quelque chose, justement, ça, pour vous ? Alors c'est clair, l'année dernière, on a eu 0 de subsides, on n'a pas eu d'aide, on n'a pas pu travailler avec Paléo, donc ça c'est un coup dur. On est en train de travailler pour des subsides de la Ligue, donc on peut peut-être compenser. Si ça perdure, il va falloir qu'on réévalue comment on va faire, c'est clair. C'est vraiment une grosse partie de notre budget, c'est un partenariat qui date depuis la fondation du club en fait. Donc avec le comité, on va devoir trouver des solutions. Ouais, trouver peut-être d'autres solutions puisque l'avenir est incertain pour la tenue justement. Clairement, pour moi la priorité c'est qu'on puisse remettre les patins, après le côté financier on trouvera des solutions. Rechausser les patins en mars, vous y croyez ou pas ? Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, si tout va bien et qu'on peut reprendre nos activités, que ce soit d'aller jouer au tennis ou de faire d'autres activités, pourquoi pas ? Mais bon, la saison est terminée, donc si on y va, c'est juste pour le plaisir de se retrouver. Non, j'y crois pas vraiment. Ouais. Vous regardez plutôt un peu plus loin sur la prochaine saison qui commencera donc à la fin 2021. Je pense comme tout le monde, et quand on écoute les news, c'est clair, ça ne va pas se régler dans un mois ou deux. Donc il y a encore pas mal d'étapes. Il y a le vaccin qui arrive, on verra ce que ça nous apporte. Je le souhaite que ça va vraiment trouver une bonne solution pour nous tous et qu'on puisse planifier la saison 2021-2022. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite et puis je pense qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter à tous, que ça aille mieux et qu'on se débarrasse de ce fichu vaccin. Ouais. Oui, qu'on s'en débarrasse et qu'on nous l'injecte. Non, je plaisante, mais qu'on se débarrasse du virus. Qu'on se débarrasse du virus. Forcément. Et puis peut-être que le HC Nyon puisse avoir sa patinoire. Alors là encore, je pense qu'on va déjà s'occuper du virus. Ça c'est plus. Non, la patinoire, ça serait vraiment le top. Ça serait vraiment le top. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup Daniel Blaha. Donc je rappelle que vous êtes président, entraîneur et aussi joueur, on l'aura compris, du HC Nyon. Plein succès à vous et puis on croise les doigts pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. On poursuit notre série spéciale Vendée Globe sur NRTV, la suivie de l'avancée du skipper genevois Alan Roura. Même si une bonne dizaine de navigateurs sont déjà arrivés, Alan, lui, est toujours en mer et poursuit la course actuellement à la 18e place du classement et a dépassé les Canaries au large du Maroc. Pour faire un point sur la situation, j'accueille en duplex Aurélia Moureau, qui est l'épouse d'Alan Roura, mais aussi sa partenaire puisqu'elle est sa responsable communication, et Cyril Cornu, directeur de La Fabrique, sponsor officiel d'Alan Roura et de son voilier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous avoir. Cyril, j'avais une première question à vous poser avant de parler avec vous Aurélia, mais je me tourne vers vous Cyril. Est-ce que ça a du sens en fait de parler encore de compétition justement à ce stade-là ? Ça dépend de quel côté on veut se placer, mais je pense que pour avoir encore échangé avec Alan ce matin, oui, ça a du sens parce que lui, il veut encore réussir à battre les quelques voiliers avec qui il se bat actuellement. Il veut arriver devant et je crois que ça, c'est très très important pour un marin, pour une équipe, pour le sponsor qu'on est, d'avoir quelqu'un qui se bat jusqu'au bout et qui n'abandonne pas malgré toutes les péripéties qu'il a pu subir ces dernières semaines. Donc le classement, c'est une chose, le fait de se battre pour arriver le plus vite possible et devant les autres, c'en est une autre, et pour nous, c'est très très important.
Alors je rappelle que Alan Roura est en mer depuis 88 jours maintenant et puis qu'il devrait arriver apparemment entre le 9 et le 10 février sur les sables d'Olonne. Ce sont ses prévisions. Aurélia, vous qui partagez votre vie avec Alan depuis 2013 et puis qui travaillez également avec lui au quotidien, comment vous vivez ce deuxième Vendée Globe? Est-ce que vous regardez justement l'avancée d'Alan pratiquement minute par minute? Comment ça se passe? Alors effectivement, mon suivi est complètement différent de celui d'il y a 4 ans, notamment suite à l'arrivée de notre petite fille qui me laisse beaucoup moins de temps. C'est vrai que je me suis un peu fait surprendre, je ne pensais pas que je suivrais sa course de façon si distante. Après, on est évidemment en contact quotidien. On a eu un positionnement du bateau beaucoup plus régulier que celui de la cartographie officielle. Mais à titre d'exemple, cette cartographie-là, je ne l'ai jamais regardée depuis le début. J'ai la position d'Alan toutes les 4 heures, comme tout le monde. Et voilà, après, c'est vrai que cette possibilité d'être en lien avec lui via une messagerie instantanée, ça change beaucoup de choses aussi. Et ça me permet de le suivre, lui, en direct, plutôt que la course en général, quoi. Et au niveau justement des inquiétudes, on peut se poser la question comment une compagne de navigateur fait pour vivre justement de votre côté une telle épopée. En fait, ça fait 3 mois et quelques qu'il est en mer. Comment vous le vivez? Et puis notamment avec l'arrivée aussi de votre petite fille, comment Alan le vit, ça aussi? Le fait d'être devenu parent, ça change pas mal de choses. Le départ d'Alan a été particulièrement difficile émotionnellement, surtout pour lui. C'était difficile de s'y préparer et je pense que ça a été difficile à gérer pour lui. L'absence, en plus là, il est parti plus longtemps que ce qu'il pensait. Donc chaque jour en plus passé en mer est difficile à avaler. Mais au niveau des risques, moi j'ai toujours dit que je lui faisais confiance. C'est sûr que j'ai d'autant plus envie qu'il rentre pour que sa fille le connaisse. Mais la personne qui a le plus envie de rentrer, au final, ça reste lui. Donc, je l'ai connu dans ce contexte-là. Je savais dans quoi je m'embarquais. Et je lui fais confiance. Et si ce n'était pas le cas, je pense que ce serait effectivement invivable. Alors il y a le manque et l'absence justement des proches et du coup de sa petite fille pour Alan Roura. Et il y a eu les pépins aussi au mois de décembre, les pépins techniques dont on a déjà parlé. Mais il semble que Alan retrouve petit à petit le moral en ce moment. En tout cas, je vous propose de regarder quelques images. Ce sont les dernières images qu'a envoyées Alan depuis son bateau. Sur la route des Alizés, oh là là, qu'est-ce qu'on est couché et qu'est-ce qu'on s'est chahuté, ohé, ohé, ta-da. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour le moment, mais au moins on avance, pas trop mal. Donc Aurélia, le moral semble être un petit peu de retour, si ce n'est que Alan, sur son carnet de bord, a quand même spécifié que la course n'était pas terminée. Il reste donc une petite dizaine de jours. Il y a encore des imprévus. Selon lui, il a même dit « ça va être punk ». Pourquoi il dit ça ? Ça va être punk parce qu'il y a encore quelques petites dépressions qui vont les cueillir là, dans les derniers jours de course. Donc c'est tant mieux parce que Alan a un bateau qui aime le gros temps, mais en même temps avec ses soucis de quilles, ses performances sont vraiment diminuées. Et il y a toujours cet aspect sécuritaire où il y a toujours le risque que le problème s'aggrave. Et s'il était amené à perdre sa quille au milieu de l'Atlantique Nord, ce serait vraiment pas drôle. Ça implique un gros risque de chavirage. Donc voilà, faut vraiment pas oublier qu'il est constamment un peu la pédale sur le frein, avec toujours ce tiraillement du fait de naviguer au contact avec d'autres bateaux et d'avoir envie de finir devant, mais avec ce boulet à la patte, entre guillemets. Donc c'est pas simple pour lui. C'est vrai que ça fait 2 mois qu'il navigue dans ces conditions-là. Moralement, ça a été très compliqué puisque c'était la première fois aussi qu'il partait en se mettant une réelle pression sportive.
Mais il y a du mieux. Je trouve qu'effectivement, il s'est libéré de quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Et on retrouve effectivement le Alan qu'on connaît. Et c'est ultra positif parce que, encore une fois, à 27 ans, il fait preuve d'une abnégation assez incroyable. Ça lui permet effectivement aussi d'identifier ses axes de progression et c'est ça le plus important. Ce sera le bilan de ce Vendée Globe-là. Et je pense que ouais, le bonheur retrouvé d'être en mer qui le caractérise tant, ça fait vraiment plaisir à avoir. Ouais. Cyril Cornu, vous aussi, vous êtes impatient. J'imagine que Alan pose pied à terre. Qu'est-ce que vous préparez à l'arrivée du bateau ? Alors malheureusement, on ne peut pas prévoir grand-chose. On aurait bien voulu faire une grosse fête, on aurait bien voulu accueillir énormément de monde et prévoir beaucoup d'animations sur place. Ce sera malheureusement impossible. On est déjà bien heureux, nous, de pouvoir nous y rendre. On sera une petite vingtaine de personnes à y l'accueillir. C'est un peu triste, une arrivée de Vendée Globe qui se passe pas devant des milliers de personnes. C'est pas une arrivée de Vendée Globe dont on peut rêver. Mais malheureusement, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Il faut se rendre à l'évidence. Ça sera pas la fête qu'on aurait tous espéré. On est sur la dernière ligne droite, Cyril. On va dire le plus dur et peut-être derrière Alan et puis derrière vous. Est-ce que vous êtes content justement globalement de ce partenariat entre la fabrique et Alan Rora et puis des performances malgré justement, on en a parlé, des complications techniques qui du coup se répercutent sur le classement aujourd'hui? Je crois que quand on part comme partenaire d'un marin qui s'apprête à faire le Vendée Globe, on ne peut pas partir de l'idée qu'il n'y aura pas de problème. C'est la première des choses. On ne peut pas se dire tout ira bien et puis si tout ne va pas bien, ce sera de la faute à un tel ou un tel. Donc nous, on était tout à fait prêts à ce qu'il y ait des soucis. On était prêts à accepter que les performances sportives soient un petit peu en deçà de ce qu'on aurait espéré. Quoi qu'il en soit, on a quand même été partenaire d'un marin qui a fait 2 Vendée Globe. On a connu des choses exceptionnelles, on a eu des succès exceptionnels, on a eu des échecs, il y a eu des échecs, mais je crois que l'échec, ça fait partie de toute aventure. Et le bilan, il est uniquement positif. Après, c'est presque 5 ans de partenariat. Aurélia, une dernière question pour vous. Vous me disiez hors caméra que pour vous, aujourd'hui, le plus important et surtout le plus important pour Alan, ce serait qu'il pose le pied à terre avec le sourire. Oui, je ne m'inquiète pas du tout. Je sais que c'est ce qui va se passer. Alan est vraiment l'incarnation de la fraîcheur et de la joie. Ouais, il va y avoir de la déception, c'est sûr, parce qu'il partait pas pour faire ce Vendée Globe-là. Mais je pense que n'importe quel marin qui franchit la ligne d'arrivée du Vendée Globe, il sourit. Enfin, c'est vraiment, quand on dit que c'est une victoire en soi de le terminer, c'est un tour du monde en solitaire, c'est 3 mois de mer avec son lot de péripéties, comme le disait Cyril. Et ouais, c'est au-delà d'une course, c'est une aventure extraordinaire. Donc d'arriver au bout de cette aventure pour la 2e fois à son âge, je pense qu'il y a de quoi sourire. Donc je m'inquiète pas là-dessus, mais oui, enfin, j'ai presque envie de rassurer les gens qui ont pu avoir un petit sentiment de frustration de voir le Alan si jovial qui connaissait être de temps en temps un petit peu moins joyeux, mais pour l'arrivée, je m'inquiète pas. Je sais que ça va être un grand moment de joie. Bon, c'est tout le mal qu'on souhaite à Alan Rora et puis tout le mal aussi qu'on vous souhaite à vous de retrouver Alan rapidement et puis justement qu'il n'ait pas de complications sur la dernière ligne droite comme on l'a dit. Merci infiniment Aurélia Moureau d'avoir été avec nous et merci à vous également Cyril Cornu d'avoir été sur ce plateau d'NRTV donc en duplex. À très bientôt et puis on se revoit je pense à l'arrivée. Merci beaucoup. Bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour cette semaine sportive. Je vous souhaite un excellent week-end sur NRTV. Je vous dis à la semaine prochaine.